Le président de l'Unédic est mon invité ce matin. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de l'assurance chômage. Mais juste avant, lorsque l'on voit à quel point l'accord qui a été signé entre les partenaires sociaux à la fin du mois de mars a créé des remous au sein du MEDEF, pardonnez-moi, peut-on dire que la guerre de succession à Pierre Gattaz a déjà commencé ? La question de la succession de Pierre Gattaz ne se pose pas aujourd'hui. La seule question qui se pose aux partenaires sociaux est leur capacité d'assurer la pérennité du régime, et ils ont, par l'accord signé fin mars, apporté la démonstration qu'ils savaient prendre leurs responsabilités, apporter des réponses concrètes et précises à un certain nombre de difficultés de fonctionnement et financier du régime, et fait preuve d'un esprit de responsabilité dont beaucoup devraient s'inspirer. Cela dit, en interne au MEDEF, et après on passera à un autre sujet, mais on a quand même vu des démissions du pôle social, notamment Jacques Chanu de la Fédération française du bâtiment, ou encore Viviane Chen-Ribeiro de la présidente du Syntec. Est-ce que c'est des intérêts divergents au sein du MEDEF selon les secteurs auxquels on s'adresse ? Écoutez, le bureau du pôle social est une des 42 instances non statutaires du MEDEF qui a connu, depuis que je la préside, de nombreux mouvements d'entrée et de sortie, et je n'ai aucun commentaire à faire sur des décisions personnelles de la quitter ou d'y arriver. Alors bon, cet accord qui avait été trouvé entre les partenaires sociaux, c'était notamment aucune taxation sur les contrats courts notamment, mais également les contrats. Donc c'était une victoire pour le MEDEF, mais en échange de ça, il a été demandé une contribution exceptionnelle de 0,05%. Est-ce que c'est cette hausse du coût du travail qui peut diviser le patronat ou pas du tout ? Alors il y a une première chose importante, vous l'avez rappelé, c'est que dans le cadre de cet accord, à un horizon maximum de 18 mois, l'ensemble des surtaxations sur les contrats courts institués en 2013 ont été ou seront supprimées. Ce qui correspond tout à fait à l'analyse que nous portons du dispositif qui avait été mis en place et qui a prouvé son inefficacité. En matière de contrats courts, il y a des sujets à regarder, il y a des fonctionnements de marché du travail, il peut y avoir ici ou là des difficultés dans tel ou tel secteur ou dans telle ou telle branche, mais à l'évidence, l'incitation financière pour espérer modifier les comportements n'a pas fonctionné pendant 3 à 4 ans. Donc les partenaires sociaux ont décidé d'aller essayer de faire autre chose. Ensuite, la situation financière du régime, les difficultés rencontrées ont amené à se poser la question de savoir comment les entreprises pouvaient contribuer à l'équilibre du régime. Et ils ont décidé effectivement ce que j'appellerais plutôt un investissement dans le régime d'assurance chômage, un investissement dans le dialogue social. Cet investissement, d'ailleurs, vu des entreprises, sera autofinancé, puisque dans le même temps que cette cotisation augmentera très légèrement, je rappelle, c'est 0,05 points. Donc on ne parle pas non plus de sommes très importantes. Une cotisation équivalente baissera, ce qui fait que, vu des entreprises, il n'y aura pas de hausse du coût du travail. Et c'est un élément très important pour les 3 organisations qui ont signé cet accord, le MEDEF bien évidemment, mais aussi la CPME et l'UDP, qui sont parfaitement sur la même ligne. Oui à la défense de l'assurance chômage, oui à la modification des règles, mais non à la hausse du coût du travail. Les partenaires sociaux se réunissent aujourd'hui, ce vendredi, à l'Unédic pour signer cet accord. Est-ce qu'aujourd'hui, cet accord, même si vous l'avez signé, est un bon accord, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore des évolutions qui sont inéluctables, même à court terme, j'entends ? Écoutez, le marché du travail change, et donc par nature, se dire qu'un accord répond à toutes les questions compte tenu du monde qui change à une grande vitesse, ça serait extraordinairement prétentieux. Nous avons apporté un certain nombre de réponses structurelles avec comme objectif de mettre de l'équité dans le dispositif, c'est-à-dire que de regarder des gens dans des situations équivalentes et de faire en sorte qu'ils aient des droits équivalents. En même temps, nous avons veillé à ce que les plus fragiles et les plus précaires aient même un accès légèrement facilité au régime. Donc tout ça sont des éléments positifs. On a évidemment apporté une réponse financière avec des économies en régime de croisière tout à fait significatives. Je pense que les partenaires sociaux étaient tout à fait à la hauteur de la responsabilité. Il y avait eu un premier cycle de négociations qui avait échoué. Il y en a eu un deuxième 9 mois après, qui a débouché donc sur cet accord. Est-ce que finalement vous avez accéléré votre accord justement parce que vous êtes sous pression, c'est-à-dire que certains candidats, comme Emmanuel Macron, proposent d'étatiser la gestion de l'Unédic pour aller plus vite. Est-ce que finalement, quand on voit qu'il a fallu 9 mois entre le premier cycle et le deuxième cycle de négociation, vous lui donnez raison à Emmanuel Macron? Écoutez, il y a une chose que je veux redire avec force, les partenaires sociaux ne sont absolument pas prisonniers du calendrier politique. En revanche, quand on reprend
le cycle de négociation du printemps dernier, on a vu que nous n'étions pas dans une situation de sérénité, dans une situation de diagnostic partagé et objectif de la situation. Je vous rappelle que de janvier à juin, il ne se passait pas 2 semaines sans que tel responsable politique fasse une déclaration, les uns nous suggérant de rétablir de la dégressivité, les autres nous enjoignant de taxer les contrats courts. J'oublie encore ce que pouvaient faire les troisièmes. Voilà, les partenaires sociaux sont responsables, ils l'avaient demandé à l'époque, laissez-nous négocier tranquille, ça n'avait pas été possible. Depuis l'échec de juin 2016, nous avons pris le temps de nous réunir, de partager et d'approfondir un certain nombre de diagnostics, et je dirais que cet accord est assez exemplaire en termes de méthode. Premièrement, se donner un petit peu de temps. Deuxièmement, partager un diagnostic avec des experts et toutes les personnes qui peuvent éclairer nos décisions. Et puis, quand on pense que le diagnostic est suffisamment partagé, se mettre autour de la table, avancer rapidement avec des objectifs clairs et une vraie volonté d'aboutir. Et ça donne l'accord du 28 mars dernier. Mais craignez-vous qu'avec l'élection présidentielle, le paritarisme, c'est-à-dire la gestion de l'assurance chômage par les partenaires sociaux, par les syndicats, patronats, employés, soit remis en cause, notamment lorsqu'on voit que le taux de syndicalisation en France, en 2013, si j'en me base sur le chiffre de la DARES, c'était 11%. Est-ce que ça peut être mis en cause? Est-ce que ce serait légitime? Écoutez, il y a 2 sujets. Le premier, c'est que la démocratie politique est bien sûr supérieure à la démocratie sociale. Et la légitimité du politique sera toujours supérieure à la légitimité des partenaires sociaux. Maintenant, dans le chômage comme dans d'autres sujets, le politique a décidé de déléguer la gestion d'un certain nombre de sujets aux partenaires sociaux, avec l'idée qu'ils sont, et je pense que c'est tout à fait vrai dans l'assurance chômage, qu'ils sont de très bons connaisseurs du sujet, très bons connaisseurs du marché du travail, de son fonctionnement, de ses difficultés, des attentes des salariés comme des entreprises. Donc on est au cœur du travail, on est au cœur de l'emploi, on est à l'endroit où je pense que les partenaires sociaux sont très légitimes. Donc le nouveau président de la République fera ce qu'il veut avec cette délégation, mais je pense qu'elle est bonne et j'espère qu'elle sera maintenue. Allez, Alexandre Sobo, sans transition, un autre sujet, vous êtes également président de l'UIMM, cette grande fédération qui regroupe les métiers de l'industrie. L'industrie qui est l'une des grandes absentes du débat de cette campagne présidentielle parmi beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, vous le regrettez ou pas? Et qu'est-ce que vous dites aux candidats à la présidentielle? Je vais prendre un instant ma casquette de citoyen pour dire que malheureusement l'industrie n'est pas le seul grand sujet qui est absent des débats et qu'on a une campagne qui est quand même très éloignée des grands enjeux des Français. Et je ne peux que le regretter. Une fois qu'on a dit ça, c'est clair que l'industrie est un enjeu majeur pour le pays. Je le rappelle, on parle toujours d'innovation, on parle de préparer l'avenir. L'industrie, c'est les 3/4 des dépenses de recherche et développement privées en France. C'est l'endroit où se prépare l'avenir, c'est l'endroit où se conçoivent les produits de demain. On a lancé récemment une grande campagne autour de la fabrique de l'avenir pour essayer de réconcilier, si c'est encore possible, et j'en suis sûr que c'est possible, les Français avec leur industrie, leur rappeler à quel point c'est dans leur quotidien, essayer de peser sur les politiques et de leur faire prendre conscience que sans politique industrielle active, sans industrie forte, il n'y aura pas de France forte. Et on attend avec impatience des propositions concrètes, alors peut-être pas d'ici les élections, vu le peu de temps qui reste, mais en tout cas une prise de conscience pour le futur président élu qui a à la fois urgence et en même temps un formidable gisement d'emploi, une formidable opportunité de préparer l'avenir. Je le rappelle, l'industrie au sens large, c'est 250 000 recrutements par an et 250 000 recrutements de salariés qualifiés, de gens compétents, exactement ce que je pense les Français appellent de leur vœu. Et alors justement, vous parliez d'un gisement d'emploi, et en plus vous connaissez bien le sujet du chômage en tant que président de l'UNEDIC. Si aujourd'hui on doit mener une politique en faveur de l'industrie, quelles doivent être les mesures prioritaires selon vous? Et en termes d'emploi, sur 5 ans, sur un quinquennat, combien d'emplois peuvent être créés dans cette industrie grâce à ces mesures? Alors, la partie la plus importante d'une politique en faveur de l'industrie, je pense qu'elle est de l'inscrire dans le long terme. L'industrie s'inscrit dans le temps long et par nature est peu sensible aux décisions de court terme. On l'avait avec le pacte de responsabilité, au CICE 2013, premiers effets sensibles 3 ans après. Donc on voit bien que toute politique de l'offre a des effets décalés dans le temps. Donc le faire vite, le faire tout de suite et surtout inscrire cette action dans la durée et la stabilité. Donc ne pas improviser au pouvoir, ça veut dire vraiment savoir ce qu'on veut faire bien avant.
savoir ce qu'on veut faire est une chose, et surtout ensuite, une fois qu'on l'a décidé, le mettre en œuvre avec constance et résolution pour que l'industriel qui va faire un investissement, quand on achète une machine, c'est pas pour 3 semaines. C'est des machines qu'on va utiliser 3, 5, souvent 10 ans. Donc les besoins et les volumes sont très dépendants d'un peu de stabilité économique. Après, quant au niveau de création d'emplois, on est très dépendant et de la conjoncture et de la croissance. Donc faire des prévisions dans l'absolu sans connaître le reste de la politique économique est un petit peu prétentieux. Mais comme je le disais tout à l'heure, indépendamment de toute activité, avec les départs et les besoins en compétences, l'industrie recrutera d'ici 2025 250 000 personnes par an. Donc salariés qualifiés, besoin de compétences, filières, métiers intéressants, produits qui sont le quotidien et l'avenir des Français. Je pense qu'on a beaucoup de choses à offrir. Et allez, le temps joue contre nous. Il nous reste juste quelques instants, quelques secondes. 1 ou 2 mesures concrètes pour l'industrie française. Très concrètement, ce qu'il faut faire dès l'arrivée du nouveau président de la République. Je pense qu'il y a deux grands sujets, si je dois en choisir 2, qui sont d'ailleurs au cœur des propositions de l'UMM. La première, ça touche à l'apprentissage et à la formation initiale. Nous avons besoin de salariés qualifiés. Nous avons tous les jours du mal à trouver les compétences malgré le taux de chômage qui me désespère comme chacun de nos concitoyens. Donc, travailler au plus près avec les fédérations professionnelles pour mettre en œuvre les outils qui nous permettent de former les gens dont on a besoin est certainement un premier grand chantier. Et puis le deuxième, c'est poursuivre la politique de compétitivité et de baisse des charges avec une règle simple. L'État n'a pas à choisir le niveau de salaire et donc une baisse des charges qui porte sur l'ensemble des salaires. Les secteurs les plus exposés à la concurrence sont aussi ceux qui ont les salaires les plus élevés. Et donc, nous sommes depuis 30 ans les victimes d'une priorité donnée à la baisse des charges sur les bas salaires, priorité qui a enfin été un peu inversée avec le pacte de responsabilité et le CICE. Il faut poursuivre dans ce sens-là et surtout pas revenir en arrière. Merci Alexandre Sobo, je rappelle, président de l'UIMM et de l'UNEDIC.